Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour ce webinaire consacré à la présentation du Vadomètre du réemploi. Déjà, je me présente. Donc, je suis Claire Villazy et je suis chargée de mission au sein de VAD et je co-anime l'action co-réemploi au sein de VAD avec Nicolas Hémin qui se présentera ensuite. Au niveau du déroulé du webinaire, le webinaire va se dérouler en 3 séquences. Une première séquence où on va introduire un petit peu cette action co-réemploi et ce vadomètre. On vous présentera ensuite les résultats qui ont été obtenus à l'issue de cette enquête. Dans un deuxième temps, on fera un focus sur 5 projets de réemploi qui ont été remontés via cette enquête réemploi. Et enfin, on vous invitera à partir de midi et jusqu'à 12h30 à échanger avec les intervenants dans des sous-salles Zoom. On vous expliquera en fin de webinaire voilà, comment ça fonctionne. Alors, je passe tout de suite la parole à Guillaume Parisot, qui est administrateur de VAD, pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous, merci de votre présence. On est très heureux de voir que vous avez été nombreux à répondre à l'appel pour la présentation de ce travail qui est vraiment la continuité des actions qu'on mène chez Ville et Aménagement Durable depuis plus de 20 ans maintenant, puisque l'association existe depuis le début des années 2000. Vous le voyez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre objectif, c'est vraiment de défricher les sujets autour de la ville durable et autour de la construction durable. On a 4 axes, à la fois dédiés à la diffusion, puisque nous sommes un centre de ressources régionales, aux initiatives, et puis un petit peu plus de prospective. C'est le lien avec le défrichement de lab et de vision, qui sont des actions justement pour anticiper un petit peu à la fois les tendances et les éléments novateurs de cette action. On a aujourd'hui plus de 400 adhérents en région. Ça montre un petit peu la force de ce collectif de praticiens et de professionnels. Et pour aller même encore plus loin, on a autour de nos plus de 30 actions annuelles, plus de 2000 professionnels qui se mobilisent ou qui viennent en tout cas à nos visites. Ça donne en tout cas une envergure à nos actions. Parmi les actions, il y a évidemment ce qu'on appelle les actions collectives, une forme de communauté ou de groupe de travail qui défriche justement ces grands enjeux d'aujourd'hui, et le réemploi en fait partie. Et c'est depuis 2019 que cette action collective a vu le jour, d'abord autour d'un échange avec Marc Serriès, à l'époque président de l'ICEB, et qui venait nous présenter le travail qu'il avait mené avec le cabinet Encore Heureux sur la Grande Halle de Colombelles. On s'est donc réunis à une petite vingtaine au 107 pour aborder un peu les actions régionales associées à tout ça, et on s'est retrouvés quelques mois plus tard, début 2020, plus d'une soixantaine à commencer à échanger sur nos pratiques, sur les perspectives qu'il y avait en région Rhône-Alpes et sur les acteurs, bien sûr. Donc aujourd'hui, cette communauté n'a fait que grandir. Elle réunit tous les acteurs de l'acte de construire ou d'aménager. Et elle nous a permis évidemment de bâtir une feuille de route assez complète pour faire avancer le sujet et faire avancer les pratiques. Et c'est ce que Nicolas d'ailleurs va vous présenter maintenant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Claire m'a présenté, je suis Nicolas Hémin et je co-anime du coup l'action collective Réemploi avec Claire. Comme l'a bien présenté Guillaume, l'a bien introduit, le réemploi, c'est une thématique voilà, qui arrivait un peu comme une évidence. Et ces dernières années, ça s'est vraiment développé autour notamment d'une feuille de route qui a été mise en place du coup début 2020 avec 7 axes. Donc, un premier axe de promotion, sensibilisation, un axe de montée en compétences des acteurs via la formation, via d'autres actions de sensibilisation également. La connaissance des filières, le soutien de cette filière en développement, et ensuite tout l'axe 5 concernant le volet normatif, assurantiel, réglementaire, un peu de lobbying,
Et puis après, de manière un peu transversale, du coup, la coordination régionale qui se fait via nos actions et l'axe 7, l'incitation, comment donner envie d'aller vers du réemploi. Aujourd'hui, là, ce qu'on va vous présenter, ça rentre un peu dans l'axe 2, notamment, vous voyez, une analyse des projets de réemploi et de la dynamique pour identifier les freins, les leviers pour ce réemploi. Après, pour faire un rapide panorama des actions qui ont été mises en place via cette feuille de route, je parlais de sensibilisation, de donner envie, ça c'est passé par la formalisation d'un argumentaire du réemploi. C'est le petit argumentaire que vous avez sur la gauche de votre écran. Donc voilà, vraiment pour donner envie et donner, déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir sur le réemploi qui peuvent apparaître comme freins. On a aussi travaillé sur une publication, donc VAD, Centre de ressources régionales, on fait partie du réseau national du bâtiment durable. Du coup, on a fait une publication pour voir un peu faire un état des lieux de toutes les actions en lien avec l'économie circulaire au niveau national. On a une sélection de ressources sur l'environboise qui est en libre accès sur le réemploi qui est mise à jour de manière régulière. On organise des formations, on tient à jour un annuaire des membres et acteurs ressources du réemploi. Et ensuite, de manière plus concrète, on a aussi organisé des visites. Donc, par exemple, de la plateforme La Bâtitech, un magasin éphémère de chantier mis en place par Ecobat 38 à côté de Grenoble, à La Tronche. La visite du Minestock de Mineka à Villeurbanne. Et ensuite, la visite du Crédit Agricole aussi, donc des chantiers aussi avec des postes sélectifs et des réunions thématiques. La dernière réunion qui avait eu lieu le 7 janvier avait permis de faire un état des lieux, le tour d'un peu les différentes matériothèques qui sont déjà en place et qui sont en voie de structuration sur l'ensemble de la région. On était accompagné par la CRES pour cette réunion, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et le vadomètre du réemploi, donc ça, qui est un gros sujet également qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avant peut-être de repasser la parole à Claire, je vous invite du coup à aller voir ces différentes publications et à les faire circuler. Ça montre la richesse quand même de ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire en matière de réemploi et surtout ça incite les maîtres d'ouvrage, mais pas que, à s'y engager sans appréhension. Donc voilà, toutes ces publications, que ce soit le vrai faux du réemploi, que ce soit le vadomètre qu'aujourd'hui on va vous présenter et le rapport avec le plan bâtiment, on a réellement aujourd'hui de la matière pour inciter à aller plus loin. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les pitchs dès maintenant. Alors, merci beaucoup Guillaume et Nicolas pour cette introduction. Au niveau de la présentation vraiment des résultats de ce vadomètre du réemploi, alors déjà peut-être vous vous demandez ce que c'est un vadomètre du réemploi. C'est une enquête qu'on a menée entre septembre 2020 et novembre 2021 dans l'objectif de recenser les projets intégrant des matériaux de réemploi ou des projets de déconstruction sélective, en tout cas des projets qui ont mis en place une démarche en ce qui concerne des matériaux de réemploi, que ces projets aient abouti ou non et que ces projets soient livrés ou non. On est resté très ouvert au niveau de l'enquête. L'objectif, c'était vraiment d'être très très large sur les projets qu'on allait recenser. L'objectif de cette enquête, alors d'abord bien sûr alimenter une base de données d'opérations, mais aussi d'acteurs qui aujourd'hui se mobilisent sur ces sujets du réemploi. L'objectif était également de donner des points de repère sur le cadre opérationnel du réemploi, mais également d'identifier des leviers pour mieux réemployer, identifier des leviers que les acteurs qui auront répondu à l'enquête nous auront fait remonter. Les indicateurs clés, ce qu'on en a ressorti de cette enquête, donc déjà 34 contributeurs ont participé à cette enquête, donc on est déjà quand même très satisfait du taux de participation. Ça représente un nombre de projets, de 36 projets qui ont vraiment, on va dire, abouti, qui se répartissent de la manière suivante, 80% d'opérations de construction ou de réhabilitation et 20% de projets d'aménagement. Ensuite, au niveau de la répartition du projet, on retrouve plusieurs catégories de projets. Alors, tout d'abord, 20% des projets représentent des déconstructions sélectives. C'est-à-dire que voilà, ce sont des opérations
qui ont mis en place une démarche de dépose d'éléments qui permettent ensuite d'introduire ces matériaux dans des filières de réemploi ou de recyclage. Les autres projets qui ont été remontés pour 40%, ce sont des projets de réemploi in situ ou de réemploi ex situ. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réemploi in situ ou réemploi ex situ? Pour le réemploi in situ, en fait, ce sont des projets qui ont intégré des matériaux de réemploi issus du site même. Alors qu'au niveau du réemploi ex situ, ce sont des projets qui ont intégré des matériaux de réemploi provenant de sites extérieurs. Et puis, pour 40% des autres projets, il s'agit de projets qui ont mis en œuvre à la fois des déconstructions sélectives, puis du réemploi in situ ou ex situ. Au niveau des indicateurs clés également, on a réalisé 12 fiches de retour d'expérience que vous retrouverez annexées au vadomètre. Et voilà, certains des projets seront présentés aujourd'hui au cours du webinaire. Au niveau des matériaux qui ont été sauvés, on a essayé dès le début, l'objectif de l'enquête, c'était vraiment d'essayer de quantifier, de donner des ordres de grandeur de ce qui est aujourd'hui sauvé de la benne finalement, lorsqu'on met en place des démarches de réemploi. Alors, il faut savoir que ce sont des calculs qui ne sont pas toujours faits dans les opérations et donc des données qui ne sont pas toujours disponibles. En tout cas, pour 10 opérations, on a pu quantifier le volume global de matériaux sauvés. Cela représente 3200 tonnes de matériaux. Au niveau des principaux corps d'état des matériaux identifiés en vue du réemploi, les principaux lots qui sont ressortis sont le mobilier, les menuiseries extérieures et intérieures, le gros œuvre, la plomberie et la toiture et la charpente. On a également interrogé les acteurs sur finalement les acteurs moteurs du réemploi, parce que c'est vrai que par rapport à l'aspect opérationnel, c'est très intéressant de voir voilà, d'où vient l'impulsion de ces démarches de réemploi. Et on constate que pour 70% des opérations, l'acteur moteur du réemploi est vraiment le maître d'ouvrage, alors que pour 60% des opérations, c'est le maître d'œuvre, hein, sachant que plusieurs acteurs pouvaient être moteurs du réemploi dans une même opération. En tout cas, voilà, ça montre quand même que le point de départ est vraiment voilà, une volonté forte du maître d'ouvrage d'intégrer des matériaux de réemploi, ou en tout cas de mettre en place une démarche réemploi sur le projet. Au niveau de la caractéristique des projets, on constate que 7 départements sont représentés dans cette enquête, avec une prédominance du département du Rhône. Alors, on a essayé d'identifier la raison de cette voilà, prépondérance du département du Rhône. Pour ça, pour nous, 2 raisons. Alors, d'une part, forcément une densité d'activité qui est plus forte en région lyonnaise, mais aussi une enquête qui a eu un écho sans doute plus fort au niveau du département du Rhône, sachant qu'un quart des projets ont été remontés soit par la CERL, qui est un aménageur voilà, lyonnais, ou par la métropole de Lyon. Au niveau du type de maître d'ouvrage, on a une manière un peu plus forte, une maîtrise d'ouvrage publique pour 44%, mais également la maîtrise d'ouvrage privé pour près de 40%, et sinon, voilà, des SEM à hauteur de 17%. Au niveau des typologies de projets, on a réparti les projets, d'abord voilà, par typologie, on voit que les logements sont représentés assez massivement, que ce soit des logements collectifs ou des maisons individuelles, mais on a également des bureaux, des équipements publics, des projets d'aménagement, des autres constructions, des voiries et des espaces verts. Au niveau de la nature des travaux, une grande majorité de projets intègrent un volet démolition, mais on a également des projets de construction neuve, de restructuration lourde, de réhabilitation légère, des projets d'aménagement paysager, de voirie, de réseau, mais également des projets de réaménagement. Globalement, on observe donc qu'il n'y a pas un modèle qui se distingue pour entreprendre une démarche de réemploi, mais finalement une diversité de projets, d'acteurs et de tailles d'opérations. On a également interrogé les acteurs sur la méthodologie d'identification des matériaux en vue du réemploi. En ce qui concerne la déconstruction, cela est réalisé soit par des diagnostics ressources assez complets,
mais cela peut également être réalisé via des diagnostics minutes ou une concertation, un inventaire avec le maître d'ouvrage. Et cela peut être réalisé par des acteurs variés, à la fois par des assistants maîtrise d'ouvrage, mais aussi par des architectes, des maîtres d'œuvre, des économistes, des plateformes locales de matériaux ou via le maître d'ouvrage lui-même. En intégration, la méthodologie d'identification des matériaux est réalisée généralement par des réseaux et des acteurs spécialisés. Voilà, ils sont cités, hein, Ressources, Mineca, Le Bon Coin, Made in Past, mais également par les entreprises elles-mêmes via leur surplus. Au niveau des corps d'état des matériaux identifiés en vue du réemploi, vous pouvez constater qu'il y a vraiment une diversité de corps d'état de matériaux, que ce soit au niveau du mobilier, ce sont les postes prédominants, le mobilier, les menuiseries extérieures, intérieures, le gros œuvre, mais également la plomberie, la toiture, charpente et bien d'autres lots que vous pourrez voir plus en détail sur ce diaporama. Au niveau des entreprises responsables de la déconstruction, les déconstructions sont réalisées par des acteurs variés. Pour plus de 50%, elles sont réalisées par des entreprises de déconstruction classiques, mais elles sont aussi réalisées par des entreprises tout corps d'État, des entreprises spécialisées dans le réemploi ou bien par des associations. Au niveau du stockage des matériaux, qui reste toujours une question assez prédominante, le stockage sur les opérations qui nous ont été remontées se fait majoritairement sur site pour 45% des opérations, ou alors au sein des entreprises de travaux pour 32%, mais également réalisé sur un autre site de la maîtrise d'ouvrage, au sein d'une plateforme spécialisée, ou là, très anecdotiquement, chez un AMO. Ensuite, on a posé la question des matériaux qui ont été réellement réemployés. On a vraiment fait un distinguo dans l'enquête entre les matériaux identifiés en vue du réemploi et les matériaux qui ont réellement été réemployés. On a pu établir ainsi une liste un peu détaillée des différents matériaux. L'objectif, c'était vraiment d'illustrer finalement la ressource qui est très, très diversifiée, à la fois du gros œuvre aux menuiseries, en passant par les finitions intérieures, les équipements, les abords et les voiries. Certaines opérations intègrent un unique matériau, alors que pour d'autres projets, la démarche est vraiment globale avec tout un panorama de matériaux réemployés. On a également interrogé les différents acteurs sur les forces, les freins, les réussites et les échecs de leurs projets, suivant différents volets, à la fois techniques, financiers, administratifs, juridiques, en termes de délai, mais également au niveau social. Ce qu'il en ressort, c'est que les facteurs qui ont facilité les démarches de réemploi sont les suivants. Tout d'abord, un budget dédié au réemploi, un budget spécifique dédié au réemploi, que ce soit pour une mission d'accompagnement de la démarche, alloué aux travaux de déconstruction sélective ou à la recherche de matériaux. Une démarche favorable financièrement à l'opération, des pièces marché adaptées, l'anticipation de la démarche dans le projet, la réalisation d'un diagnostic exhaustif, une facilité de déconstruction ou de dépôt sélective, des matériaux qualitatifs à intérêt patrimonial ou récent dans le cadre de déconstruction sélective, ou des matériaux disponibles sur place ou locaux lors de l'intégration de ces matériaux dans les opérations. Également la simplicité du stockage, l'adaptation par les entreprises au cours du chantier, mais également les atouts sociaux du projet. Et pour terminer, on a essayé d'identifier comment mieux réemployer à l'avenir. Et donc, les 34 contributeurs à l'enquête, forts de ces premières expériences de réemploi, ont indiqué les messages clés suivants. Alors, tout d'abord, sensibiliser et mobiliser les acteurs du projet. Également, faciliter l'accès aux matériaux, leur stockage et leur traçabilité. Anticiper le réemploi et l'intégrer dans le planning plus en amont possible. Le fait de contractualiser les objectifs. Poser également un autre regard sur les matériaux et concevoir autrement, à savoir vraiment concevoir à travers, envisager le matériau à travers son prisme d'occasion
et également favoriser l'éco-conception. Le fait également de généraliser la réalisation de diagnostics, faire du réemploi un atout financier pour le projet, être accompagné par un AMO réemploi et bien choisir les entreprises. Également, le fait d'allouer un budget spécifique au réemploi. Pour mieux réemployer, et également le fait de structurer et mettre en valeur les acteurs compétents. Lever les freins assurantiels et réglementaires. Le fait également de commencer petit, c'est-à-dire commencer avec un unique matériau ou deux pour initier la démarche au sein d'un donneur d'ordre et finalement favoriser le réemploi in situ. Voilà, donc voilà en gros les enseignements qu'on a pu retirer du vadomètre de manière un petit peu succincte. Au-delà des projets qui vont vous être présentés juste après, voilà un aperçu de quelques projets qui ont pu être montés. Rénovation d'une maison en Ardèche, un hangar à bassin avec des skis de réemploi, mais également, excusez-moi, un bâtiment voilà, French Tech à Lyon qui a intégré de nombreux matériaux de réemploi, tout comme une maison de services publics à Villeurbanne. On a également vu une déconstruction sélective sur un campus universitaire de Roanne, une salle polyvalente à la Renaudie avec du réemploi de pierre, des aménagements intérieurs en réemploi pour le Biocop à Bionacelle et le laboratoire de cuisine à Lyon. Voilà, avant de passer au pitch, moi je voulais vraiment remercier tous les contributeurs, que ce soit les personnes qui ont répondu à l'enquête, mais également les membres de l'Action Co qui se sont mobilisés pour structurer cette enquête et aider à la consolidation de l'analyse. Ce qu'on peut voir de manière transversale, c'est qu'on a vraiment pu faire remonter des premiers projets aux échelles et aux niveaux d'ambition variés. On voit que les matériaux réemployés sont extrêmement variés, que la ressource est là, que la dynamique s'enclenche et que les filières se structurent. L'objectif, ça va être vraiment cette année de relancer l'enquête pour produire une deuxième édition du vadomètre et voir justement comment l'ensemble de ces indicateurs évoluent. Et puis, vous êtes vraiment invités à l'issue de ce webinaire à participer à cette dynamique, soit en rejoignant bien sûr l'action collective réemploi, mais également en contribuant à l'enquête 2022. Voilà. Je vais maintenant passer la parole aux différents professionnels finalement qui ont pu, certains professionnels qui ont pu répondre à l'enquête pour faire un focus sur certaines opérations. J'invite si possible les intervenants à activer leur caméra, ça sera plus convivial. Et donc, je vais passer la parole à Damien Langlois de Métabatic pour la présentation d'une déconstruction de 18 logements à Clermont-Ferrand. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer d'activer ma caméra. C'est là qu'on signe, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Néanmoins, donc Damien Langlois, je suis là pour vous présenter le projet de déconstruction qu'on a monté sur 18 logements à Clermont-Ferrand. C'est une déconstruction qui a eu lieu au mois de février 2021. Donc c'est une déconstruction, c'est une opération de curage sur laquelle est intervenu Métabatic pour une dépose sélective en vue d'une démolition complète du bâtiment. C'est un bâtiment avec une maîtrise d'ouvrage publique et Assemblia qui est un bailleur social. Et nous, Métabatic, on a répondu au marché en tant que sous-traitant de l'entreprise de déconstruction qui était Guintoli. C'est une opération de curage sur ce bâtiment qui était intéressante parce que c'était des menuiseries neuves qui avaient été posées dans les 3 ans précédant la démolition sur des logements qui n'ont jamais été reloués depuis. Donc c'est des menuiseries qui n'avaient jamais servi, dont on avait encore les caractéristiques techniques et ça paraissait à tout le monde dommage qu'elles partent immédiatement à la benne. Donc c'est donc un projet sur 18 logements collectifs, ça représente environ 90 fenêtres qui ont été déposés par nous. Vous avez les éléments de bilan là.
à peu près 7 tonnes de matériaux qui ont été réemployés pour 18 tonnes équivalent CO2 économisées. C'est une déconstruction donc uniquement des menuiseries extérieures des bâtiments, des menuiseries PVC avec des fenêtres, des portes-fenêtres et même des très grandes fenêtres de salon comme celles qu'on voit à l'écran. Une des principales contraintes sur les principales contraintes du chantier, c'était à la fois la capacité à sortir les fenêtres par une cage d'escalier qui n'était pas du tout adaptée, qu'il a fallu mettre en place une solution technique de sortie des fenêtres par les fenêtres elles-mêmes. Et surtout un gros enjeu de stockage des matériaux sur le chantier en attendant qu'ils soient évacués. C'était donc une démolition, donc pas de réemploi in situ des fenêtres. C'est donc l'association Métabâtique qui a récupéré toutes les fenêtres pour les stocker sur sa matériothèque pour leur trouver une seconde vie. Merci. Comment ça s'est organisé dans les faits? On a réalisé c'est Métabâtique qui a réalisé le diagnostic ressources, donc visite du chantier avec les entreprises, rapide reconnaissance des menuiseries et identification des méthodes de dépose qu'il allait falloir mettre en place. On est intervenu sur le chantier assez tard, donc au moment du passage de marché pour la démolition. Donc on n'avait pas le temps de trouver de repreneurs immédiatement, donc on a privilégié une solution de stockage des fenêtres sur le site de Métabâtique avant de leur trouver des repreneurs. C'est Métabâtique qui a assuré la déconstruction sélective des fenêtres avec une partie de personnel Métabâtique et une partie de personnel qui a été embauché en intérim dans le but de répondre aussi aux différentes clauses d'insertion qui étaient nécessaires et qui étaient demandées par la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence le bailleur social, qu'on a répondu en tant que sous-traitant de l'entreprise de démolition avec laquelle ça s'est très bien passé. Comme je vous le disais, la principale difficulté, c'était le stockage tampon sur site. Vous avez la photo en bas du stockage qu'on a réussi à aménager dans un petit coin sur site. Le réemploi est quelque chose qui prend beaucoup plus de place que le stockage sur benne qui est éventuellement évacué de manière régulière. C'est vraiment une contrainte en cas de dépose sélectif d'avoir une zone d'accueil des matériaux réemployés qui soit à la fois pratique en accession pour tout le monde, mais aussi éventuellement sécuriser la nuit. C'était un de nos enjeux à nous, c'était de nous dire qu'il ne fallait pas que des cailloux ou autres tombent sur nos fenêtres difficilement stockées avant qu'on ait le temps de les évacuer. Et enfin, la seconde vie de ces fenêtres et porte-fenêtres une fois déposées, c'est principalement de l'achat par des particuliers pour des rénovations de maisons, mais aussi de quelques professionnels sur demande pour installer dans des projets de rénovation principalement. Et la dernière diapo, enfin, les forces, les freins, les réussites et les difficultés qu'on a identifiées sur ce projet. La grande force et la principale condition de réalisation de ce projet, c'est que c'était des matériaux très très récents, donc il y avait une véritable volonté de tout le monde d'essayer de les sauver de la benne. Et aussi, c'était un chantier de démolition assez simple sinon, et du coup, il y avait une difficulté pour l'entreprise de démolition de mettre en place des heures d'insertion, et le projet de dépose sélective correspondait tout à fait à la possibilité de mettre en place des heures d'insertion sur le projet de dépose. Les principaux freins auxquels on a été confrontés sont donc le calendrier très très serré entre de curage vert, il y avait une semaine, 10 jours à peine pour déposer toutes les fenêtres, et on aurait pu rajouter aussi les contraintes techniques de dépose des fenêtres. Donc la sortie des fenêtres par l'extérieur, le stockage sur site, etc. C'est une opération pour Métabâtique qui s'est très bien passée. Il y a eu beaucoup moins de pertes à la dépose que ce qu'on avait imaginé. On n'est pas du tout sorti de nos frais et on a réussi à tenir notre calendrier. Donc c'est vraiment une belle réussite pour nous. La principale difficulté, c'est qu'on n'a pas pu physiquement récupérer toutes les fenêtres qu'on pouvait. On n'avait pas eu le temps de faire de tests de dépose sur l'ensemble des différents modèles de fenêtres lors de nos visites. Et donc, il y a des fenêtres qui étaient bloquées entre
par l'isolation par l'extérieur, ce qu'on n'avait pas identifié lors des visites, des cadres qui techniquement ne pouvaient pas sortir. Donc il y a une petite partie des fenêtres, une vingtaine sur les 90 dont on n'a pas pu récupérer le cadre parce que mauvaise identification des processus de dépose. Donc un point important et vigilant à faire pendant les visites de diagnostic, les visites préalables à la dépose, c'est de bien identifier les moyens techniques qui vont être nécessaires à la dépose, y compris les freins techniques qui peuvent tout à fait et légitimement empêcher cette dépose. Voilà pour ma présentation de cette opération de dépose sélective à Clermont-Ferrand sur le quartier Saint-Jacques. Merci beaucoup, Damien. Donc, les participants pourront poser les questions à partir de midi, hein. Donc, gardez bien vos questions pour la suite du webinaire. Après ce premier pitch de déconstruction sélective, on vous propose de passer à un projet qui a intégré des matériaux de réemploi. Et donc, je passe la parole à Célia Ozou, qui est architecte et accompagnatrice réemploi pour le projet La Cabane à Sillac. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc voilà, la maison La Cabane à Sillac, c'est son surnom. C'est une maison que j'ai construite pour moi. Donc j'ai été architecte, mais aussi maître d'ouvrage. Et j'ai fait la maîtrise d'œuvre aussi. C'est un projet qui avait pour vocation à l'origine de faire du chantier pour moi parce que j'étais en bureau d'architecture à Lyon mais je ne faisais pas de chantier, donc me lancer dans du chantier, faire une partie d'autoconstruction et faire du test pour de l'insertion de matériaux de réemploi. Donc le gros du sujet sur cette maison, ça a démarré en 2017 exactement quand on a acheté le terrain. Et le gros du sujet sur cette maison, c'était justement de faire ce test. Donc, c'était les matériaux des menuiseries extérieures en grande partie. Je ne me souviens plus exactement combien de menuiseries, mais il y en a 90% de réemploi. Ensuite, des menuiseries intérieures, voilà, des composants électroniques, donc tout l'appareillage majoritairement, la terrasse, donc les lames, palossature, et en intérieur, des tasseaux et des lambourdes, et des panneaux qui sont aujourd'hui les revêtements finaux de la maison, que ce soit mur ou plafond. Voilà, et après des choses plus on va dire anecdotiques, du type le poêle, le mobilier, de l'électroménager, etc. Voilà, pour cette partie. Ah oui, là, je vois qu'il y a quelques chiffres d'affichés, comme effectivement, en tout, 4,5 tonnes de réemployés. Ça, c'est au total des matériaux que je viens de citer. C'est une maison qui est petite, ah oui, accessoirement. C'est vrai que je n'ai pas trop présenté la maison en soi. C'est une maison qui est toute petite, qui fait 36 mètres carrés à l'étage et 30 mètres carrés d'atelier en dessous, dont 12 mètres carrés fermés et le reste ouvert sur la nature. Et l'idée, c'était à l'origine aussi d'en faire une maison secondaire qui finalement est devenue ma maison principale. Voilà, on voit quelques photos. Donc là, vous voyez sur la droite les menuiseries d'occasion. Donc sur l'ensemble des menuiseries, ça a été une aventure, ces menuiseries, parce qu'à ce moment-là, en 2017, c'était le début de Ressources. Donc Ressources, c'est l'entreprise de réemploi que j'ai montée à partir de 2017. Et donc, c'était aussi mon test, hein, cette maison. C'est pas pour rien que je faisais des tests sur le réemploi. Donc, ce que vous voyez là à droite, ce sont des menuiseries qui sont des menuiseries qui n'ont pas pu être posées. C'était des erreurs de commande, des erreurs de cote que j'ai récupérées. Un peu plus loin, il y a des menuiseries qui ont eu une première vie, qui sont des menuiseries Lapeyre. Je ne pensais même pas que ça pouvait avoir une deuxième vie. Mais globalement, elles font quand même pas mal leur job. On a aussi des menuiseries qui sont en magasin, comment on appelle ça, les modèles d'exposition, voilà. On avait d'autres erreurs de cotation sur l'autre façade. Et puis, pour l'anecdote, j'avais posé une seule menuiserie neuve et c'est celle qui a cassé. Voilà, c'est la partie qui me fait toujours marrer. Voilà, toutes celles de case, elles tiennent parfaitement et elles jouent bien leur job. Donc, en phase étude,
moi, j'ai fait des allers-retours avec moi-même, hein, pour trouver quels matériaux j'allais prioriser sur d'autres pour le réemploi, mais l'objectif, c'est d'en faire le plus possible. Et là, du coup, j'ai pris aussi contact avec Joanne de Mineka pour voir ce qu'elle pouvait avoir en stock et Le Bon Coin pour compléter tout ce que je pourrais pas trouver. Ça a été vraiment un travail de longue haleine en termes de recherche et de collecte. Ça a été assez lourd, l'organisation, et puis de faire le tour de tout ce que j'ai pu trouver. Je l'ai fait moi-même à ce moment-là, et j'ai tout stocké chez les entreprises qui ont fait le hors d'air de la maison et qui ont pu ensuite adapter, en fait, par exemple, tous les pré-cadres de la maison aux menuiseries que j'avais déposées chez eux. Ça a été assez pratique de pouvoir le mettre chez eux pour qu'ils puissent construire autour, en fait, de ce qu'on avait pu trouver. Voilà, et la phase chantier, voilà, ça a été le moment d'expérimenter. Les fenêtres, c'est pas moi qui les ai posées, mais le reste des éléments d'occasion, c'est nous qui les avons expérimentés directement sur le chantier. C'était assez intéressant de voir les limites de chacun et les possibilités. On en arrive là, aux forces, aux freins. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? Le réemploi favorable à l'opération, bah oui, notamment aussi parce que c'était de l'autoconstruction et que j'étais aussi une grande partie des acteurs. Donc, c'était relativement favorable. Les freins, c'était le menuisier, effectivement, qui a un peu bloqué quand il a fallu quand même poser les menuiseries. Ça a été un peu difficile et il a voulu se protéger, même si on sait très bien que la protection qu'il essayait de mettre pouvait pas lui apporter grand-chose. Mais je pense que ça l'a quand même pas mal inquiété en termes de décennale. Après, aujourd'hui, tout se passe bien, effectivement, toutes les menuiseries fonctionnent bien, outre la neuve. Et c'est quand même assez chouette. Et les revêtements intérieurs vivent très bien aussi leur vie, sachant que les panneaux qui composent l'intérieur et les tasseaux, ce sont donc Mineka qui les avait trouvés à la Biennale d'architecture de Lyon. C'est tout ce qui composait la Biennale. Et du coup, j'ai tout dans la maison là. Voilà. Et les difficultés, voilà, je l'ai dit, c'était cette logistique et cette collecte hyper difficile quand même, en fait. C'était sur 2 jours et il y a eu beaucoup de temps consacré à ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça va faire la transition avec le projet numéro 3, hein, pour lequel aussi Célia est également intervenue. Il s'agit du projet Zone Libre à Villeurbanne et un restaurant modulaire. Et je passe la parole à Laurent Trontin d'Alinéa. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Très bien. Ok, désolé pour le retard, un peu occupé par l'actualité. Oui, donc deux projets sur lesquels on a nous mis en œuvre notre projet associatif, puisque dans le cadre de notre projet associatif, donc outre l'accompagnement des personnes en situation de précarité, on a le 4e axe de notre projet associatif qui est autour de la partie environnementale. Donc, à chaque fois que l'on entame un nouveau projet ou une évolution de nos activités, on l'envisage sous le côté environnemental. Donc, Zone Libre, qui est donc un projet de création d'espaces d'habitat individuel jouxté à une partie collective sur un terrain sur lequel on est en occupation précaire. Donc, ce sont des habitats individuels et collectifs qui sont démontables et transportables. Donc, on avait toute une phase de conception et de réalisation sur un temps très court. Et donc, sur Zone Libre, la notion de réemploi s'est fait au niveau des habitats individuels sur la partie avec les parties extérieures que vous voyez sur les photos qui sont sur la page présente, donc autour du Trespa. Et puis sur les parties donc de rampes d'accès sur les habitats individuels. Donc voilà la partie individuelle. Sur la partie collective, on a une beaucoup plus grande partie donc de matériaux en réemploi. Sur donc effectivement donc déjà des containers qui étaient plus utilisés, qui étaient des anciens containers qui ont été mis à disposition par le crédit agricole via l'entreprise des possibles.
que vous voyez sur la droite de la photo. Donc 6 containers, 4 containers de 40 pieds et 2 containers de 20 pieds, sur lesquels on a fait des aménagements. Donc toutes les parties huisseries qui n'étaient pas présentes, on les a, plus la partie des extensions. Ça, on a travaillé avec Célia justement pour le sourcing, donc qui était, on reviendra peut-être dessus à la fin, mais qui était pas simple, et on a fait transpirer un peu Célia. On l'a mis dans des situations de contrainte qui n'étaient pas évidentes, hein, puisque nous, on avait un timing de conception et de réalisation qui était très très court, avec pas forcément les mêmes planifications sur les temps de réalisation, puisqu'on n'a pas vraiment eu le temps de prendre le temps sur la partie conception. Et c'est bien là qui a, à mon avis, le nerf de la guerre sur la partie du réemploi. Donc voilà, je cite un peu à la volée, hein, mais c'est des huisseries qui sont toutes nickel, c'est du mobilier avec Merci René, c'est du plancher, c'est de la peinture, c'est les rampes d'accès, voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, c'est en premier, donc sur zone libre, donc ça vit bien, malgré une utilisation, on va dire, très intensive, puisque ce ne sont pas forcément des personnes qui ont l'habitude de gérer un logement. C'est-à-dire que les usages sont peut-être un peu plus denses et un peu plus compliqués que quand on a l'habitude de loger, quand on a l'habitude d'héberger. Donc, c'est des personnes qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans de parcours de rue. Donc, l'utilisation et l'entretien d'un chez-soi peut être un peu plus compliqué. Donc, les matériaux en réemploi se comportent pas moins bien, pas mieux que dans du matériau neuf. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose, parce que maintenant, c'est plus ce qui était du réemploi et ce qui n'était pas. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis pour nous, donc dans les forces, c'est aussi nos budgets très très serrés, puisqu'il ne faut pas se le cacher, hein, sur nos budgets pour loger des personnes qui sont en situation de rue, ils ne sont pas extensibles. Donc on a des budgets assez serrés, donc on est vraiment dans l'éconologie, à conjuguer la partie économique de la partie écologique. Sur cette, ça sera présent aussi, on en parlera sur le sujet d'après, qui est sur Baklava, Lava Restauration, là où on a eu un peu plus de temps de conception. On voit que le temps alloué à la conception et donc au sourcing et à l'intégration de ces matériaux de réemploi dans la conception du bâtiment en tant que tel, c'est l'enjeu majeur. Plus on a du temps, plus on se laisse du temps pour sourcer, ou on a un stock de sourcing qui est intéressant, et on vient dimensionner quelque part la boîte qui va autour en fonction des dimensions des huisseries, en fonction des sections de plancher, en fonction de pas mal de choses. Et ben, c'est là qu'on arrive à intégrer le maximum de réemploi. Donc, quand on a des délais de conception courts, la part de réemploi, à mon avis, est beaucoup plus faible que quand on a des temps de conception longs. On a le temps de le faire. Ça, sur la partie, donc, le restaurant modulaire. Donc là, on est aussi pareil sur des conceptions modulaires, hein, qui nous permettent de démonter l'existant et puis de remonter sur un autre site. Donc là, on avait un peu plus de temps, donc on a travaillé avec le charpentier pour se laisser le temps, comme je le disais, de trouver les huisseries. Donc là, c'est pareil, on a travaillé avec Célia, c'est Célia qui nous a trouvé toutes ces huisseries-là, qui sont intégralement, hein, c'est de la porte coulissante, c'est de la porte battante, et c'est en fonction des dimensions qu'on a créé les boîtes qui vont autour et les dimensions. Donc ça a permis de vraiment adapter aux huisseries et aux matériaux qu'on avait. La deuxième part de réemploi, donc il y a aussi un peu, je ne me souviens plus, il me semble qu'on a aussi une part d'isolant là-dedans, sur la partie, non, c'est sur zone libre, sur les deux, je crois que sur les deux, sur la partie extension du collectif, je ne sais même plus. Vous voyez, c'est tellement intégré que j'ai du mal un peu à savoir maintenant ce qu'on a fait en réemploi ou pas. Sur la partie restaurant modulaire, on s'est aussi très fortement orienté sur l'impact environnemental du matériel neuf de cuisine.
Parce que là, on est avec de l'inox, on est avec des organes de chauffe, on est avec des frigos, on est avec pas mal de choses comme ça. Donc, on a travaillé, on a à peu près une grosse moitié, on va dire presque les 2 tiers du matériel qui est à l'intérieur, qui est issu du réemploi. Ce qui nous a permis d'économiser beaucoup en termes de produits et en termes de budget ici aussi, parce qu'on rentrait pas, on avait un budget initial qui était à 62 000 pour le matériel et on est descendu à 35. Donc, ce qui nous a permis d'avoir une capacité de production aussi bien plus importante que ce qui était prévu initialement. Donc voilà, je voulais le souligner aussi un tout petit peu, je ne sais pas si dans les forces, en tout cas dans les choses que je retiens moi aussi, c'est que ces contraintes du réemploi nous ont obligés à penser des formes architecturales qui étaient très intéressantes. Vous voyez par exemple les plexis qui sont en partie supérieure, qui sont aussi du réemploi. C'était comment on les mettait en œuvre pour permettre un maximum de lumière en fonction des dimensions qu'on pouvait récupérer. Et pour le coup, en conjuguant tout ça, donc là on a travaillé avec Atelier 43 en conception, archi. Tout comme Zone Libre d'ailleurs. Et en fait, c'est ces contraintes-là qui nous ont amené des usages et des formes architecturales qui sont pour nous très intéressants. Voilà un peu dans les grandes lignes. Je ne sais pas si sur la slide d'après, il y avait des forces et faiblesses, des choses, mais bon, on pourra échanger et répondre à vos questions. Juste une petite chose aussi que je voulais souligner, c'est que tout ça, ça a été possible pour nous, hein, parce que à destination fortement sociale du projet, je pense que ça a été possible d'intégrer ce réemploi-là parce qu'on a travaillé essentiellement avec des structures de l'ESS, des SCOP, des assos. Les seuls avec qui on a travaillé qui étaient de l'entreprise classique, qui n'étaient pas dans cette veine-là, c'était le plombier pour Zone Libre, et là, il n'y avait même pas de discussion. Même pas pour un bout de radiateur ou pour un organe de chauffe, un ballon ou quoi que ce soit. C'était niette du début jusqu'à la fin. Toutes les autres, les charpentiers, électriciens et autres, étaient tout à fait ouverts à faire du réemploi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a assez frappé. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va passer à une autre échelle de projet avec plutôt du réemploi dans les espaces publics. Et donc, il y a une petite erreur sur la slide, je vais passer la parole à Loïc Unscheringer de la CERL pour présenter le projet Gratte-Ciel Centre-Ville à Villeurbanne. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Très bien. Je vais partager mon PPT. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On le voit très bien. Parfait. Alors, rapidement, si ça va bien placer. Alors, donc, moi, je suis chef de projet dans le groupe CERL. Je travaille sur l'opération Gratte-Ciel à Villeurbanne. Donc la CERL, très rapidement, c'est l'aménageur historique de la métropole de Lyon. On intervient en aménagement principalement à l'échelle de la métropole, mais aussi en construction à l'échelle plutôt de la région. Et 2 autres filiales, CERLIMO et CERL Énergie, qui interviennent en portage immobilier, puis en promotion et développement d'énergie renouvelable. Alors la ZAC Gratte-Ciel à Villeurbanne se situe en plein cœur de Villeurbanne. C'est un projet qui consiste à vraiment étendre le centre-ville existant de Villeurbanne vers le nord avec un programme important en termes de commerce et de logement. Beaucoup d'équipements aussi, 25 000 mètres carrés d'équipements et puis des bureaux à la marge au niveau de ce projet-là. Donc, je vous ai mis rapidement une image de perspective du projet avec, on voit, pour ceux qui connaissent Villeurbanne, dans le fond, le centre-ville existant avec les 2 gratte-ciel constitue bien, et puis la mairie au fond et l'avenue Henri Barbus qui est, dans le cadre du nouveau projet, prolongé pour étendre ce centre-ville vers le nord. Au niveau des espaces publics, on se situe un peu aujourd'hui à une temporalité où la partie ouest de la ZAC, la partie où il y a le lycée, la résidence Prélude, la salle des gratte-ciel, en termes de construction immobilière est finie. Et par contre, on est dans une phase vraiment en cours de préparation pour tout ce qu'on appelle les macrolots, donc qui sont des très gros ensembles immobiliers
A, B, C et D, qui viendront donc pour A, B et C, qui sont en cours de dépôt. Enfin, certains permis sont déposés, d'autres vont l'être prochainement, pour une phase de travaux à partir de 2023. Au niveau de la ZAC gratte-ciel, sur le réemploi, on a eu une démarche un petit peu complète pour avoir un certain nombre d'innovations sur cette thématique-là. Donc, on a travaillé avec Bellastock et EOD pour l'établissement d'un schéma directeur réemploi au niveau de la ZAC, qui a abouti à quatre vecteurs différents, des chantiers de bâtiments, donc là plutôt sous maîtrise d'ouvrage des promoteurs immobiliers, au niveau des occupations temporaires qui sont en cours en ce moment sur la ZAC gratte-ciel, au niveau de la déconstruction du lycée, au niveau des espaces publics. Et aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment une expérimentation sur du pavage de réemploi, du coup, au niveau du vecteur espace public. Ça, c'est un schéma qu'on a travaillé avec une graphiste, enfin une illustratrice, pour représenter un peu les différents vecteurs de réemploi au niveau de la ZAC gratte-ciel. Et donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie vraiment réalisation de nouveaux espaces publics, en partant, vous le voyez sur la gauche, soit de déconstruction d'espaces publics existants, soit d'autres chantiers du territoire, soit de la filière du réemploi pour aboutir à des nouveaux espaces publics. En termes d'expérimentation, donc je vous le disais, la partie ouest est plutôt en cours est plutôt finie depuis un certain temps. Le nouveau lycée que vous voyez ici accueille ses élèves depuis novembre 2021, et donc on a fait une expérimentation sur 1200 m² de pavés en granit de réemploi au niveau d'une première partie de l'esplanade Agnès Varda, puisque cette esplanade Agnès Varda viendra se prolonger dans un second temps quand les bâtiments A, B, C et D seront réalisés. Alors, dans le schéma directeur du réemploi, la première démarche qu'on a fait, c'était d'identifier s'il y avait une filière qui était en place. Alors, a priori, oui, il y avait une filière qui était en place. On a fait un certain nombre avec EOD et Bellastock, un certain nombre d'identifications sur est-ce qu'il y a des sociétés qui sont à même de fournir de la pierre de réemploi comme on pouvait. A priori, oui. Alors, c'est a priori, parce que je nuancerai un peu ces propos un peu plus tard, vous le verrez. Et donc, fort de ce constat qu'il y avait une filière en place, dans le cadre de la publication des marchés de travaux pour la réalisation des espaces publics, et en l'occurrence du pavage, on s'est positionné sur le fait de reporter toute la responsabilité de la proposition de la fourniture aux entreprises qui candidataient. Donc, le marché a été monté en disant on veut des pierres de réemploi, à vous de nous proposer des choses qui correspondent à nos attentes. Donc, les attentes, c'était du pavé de réemploi gris clair en granit. Donc, vous voyez là le plan des aménagements qui ont été réalisés. Et en termes de déroulement, en fait, c'est important de préciser que, en fait, on a intégré le réemploi en cours de projet. C'est-à-dire qu'on avait déjà un AVP, on avait déjà un dessin de projet dessiné. Ensuite, on a fait la démarche de réemploi, le schéma directeur réemploi. Et ensuite, on a décidé de faire une expérimentation. Ce qui fait que concrètement, en fait, c'est un vrai positionnement, c'est de se dire, on va intégrer du réemploi dans un projet existant et pas partir du réemploi pour faire un projet. Ça a quelques limites et je vous les présenterai après. Ce qui fait que concrètement, en phase d'étude, en fait, on a eu très peu d'adaptation sur le dessin du projet. Voilà, on est parti du principe que le pavé, au lieu d'être du pavé neuf, ce serait du pavé de réemploi, et donc les entreprises auraient à nous proposer des matériaux. On a aussi travaillé avec le laboratoire voirie de la métropole pour adapter les exigences à la baisse, parce que voilà, on ne peut pas avoir des valeurs techniques comme des pavés neufs. Donc voilà, le laboratoire voirie pour l'expérimentation a accepté qu'on ait des fiches fournitures qui ne soient pas forcément disponibles. Et c'était aussi permis parce que voilà, c'était du pavage assez petit, il n'y avait pas particulièrement de risque en termes de casse. Et donc, l'entreprise qui a été retenue a proposé des matériaux. En fait, ça a été assez compliqué en phase de consultation parce que les entreprises étaient très frileuses. On a eu une phase de négociation et il y a donc clairement une offre qui est ressortie de l'entreprise retenue, qui était des dalles de granit 29 cm par 29 cm, issues de rue de la République à Lyon, qui avaient été posées, et il y a eu un souci au niveau de la pose, et en fait, ils ont dû tout reposer, et donc les matériaux qui ont été déposés, qui avaient même pas 6 mois, je crois, étaient stockés sur un stock de l'entreprise, et donc ils ont proposé ce type de matériaux en réemploi. Et le premier travail qu'on a fait avec eux ensuite, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise a été notifiée, retenue, c'était qu'on a adapté tout le calpinage. Donc le calpinage, c'est vraiment les dimensions des pavés et comment ils sont posés au niveau du sol. Adapter le calpinage à
la fourniture. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est donc les pavés 29 cm par 29 cm qui peuvent avoir des côtés un peu abîmés. Et donc, sur la base de ces dalles de 29 cm par 29 cm, on arrive à ressortir différentes dimensions de pavés assez précis. Donc, sur la gauche, on a des pavés rectangulaires, d'autres qui ont des formes plus allongées, des tailles différentes. Et donc, on a découpé des pavés dans les pavés, adapter le calpinage pour minimiser la perte au niveau de ces pavés 29 cm par 29 cm. Et on a en même temps apporté une diversification de pierres, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur la droite, c'est du granit plus foncé qui a été introduit pour que cette première partie de l'esplanade, ce que vous voyez ici, cette première partie en rouge, puisse être reproductible dans le futur, puisqu'on aura dans un deuxième temps à la faire, et on veut aussi la faire en réemploi. Et donc, on avait besoin que ça ne soit pas complètement homogène. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a introduit une autre type de pierre pour que ça soit une surface en termes d'aspect pas complètement homogène. Ensuite, en phase de pré-travaux, on a aussi validé le rendu via une planche d'essai avec donc, le laboratoire voirie de la métropole de Lyon. Et ça nous a permis de choisir entre différentes finitions. Et en petite parenthèse, ce que vous voyez le plus en avant sur la photo, c'est du pavage en herbé, donc qui correspond principalement au pied d'arbre, et qui est, lui, issu de bordures de réemploi. Donc, c'est des bordures déposées ou alors des fonds de palette qui ont été redécoupés aux dimensions pour faire le pavage enherbé. Mais là, je me concentre plutôt sur la partie nord, pavé de granit découpé. Et donc, ensuite, il y a eu toute une phase en termes de réalisation des travaux de l'entreprise de découpe des pavés. Donc, ils ont été ce qu'on appelle clivés. Donc, c'est une presse hydraulique qui vient casser de manière très nette la pierre et ensuite mise en palette, conditionnée et transportée jusqu'à être posée sur site. Je vais vous parler là de deux limites principales qui se sont faites en phase travaux. C'est à nuancer, le résultat est satisfaisant et concrètement, les gens qui vont sur site ne se rendent pas compte que c'est du pavé de réemploi, mais pour être totalement transparent, je vous présente un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées quand même. C'est que, en fin de compte, à la découpe, il y a eu beaucoup plus de pertes que prévu. L'entreprise avait une surface qui permettait en fait de faire à peu près l'intégralité de la surface du parvis. En intégrant les autres pierres un peu plus foncées, ça permettait de couvrir l'intégralité de la surface. Et sauf qu'en fait, on était dans un planning extrêmement contraint. La découpe se faisait en même temps que la pose, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 semaines de découpe, et ensuite, il y a des entreprises à l'atelier qui travaillaient sur la découpe et d'autres qui posaient en même temps. Donc, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'en fait, la perte était importante en termes de pavés récupérés, ce qui fait qu'il y avait une surface insuffisante sur l'intégralité du pavage, et du coup, on a dû introduire un autre type de pierre, et là, se tourner vers la filière. Et donc, cette diversification d'approvisionnement par rapport à ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire 2 types de pierres, donc de la pierre issue de rue de la République et un granit un peu plus foncé, a entraîné, comme le pavage se faisait en même temps, une sorte d'hétérogénéité au niveau de la pose. Je m'explique via ce schéma qui est très caricaturé, et vous allez sur site, vous le verrez pas forcément, mais ça permet quand même de montrer que la partie nord, au niveau du lycée Brossolette, a été posée dans un premier temps, et au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de pierres, et du coup, sur la partie sud, vous voyez que donc, la pose s'est faite de la droite vers la gauche. Au bout d'un moment, il a fallu mettre de plus en plus de cette nouvelle pierre, ce qui fait qu'à l'intégralité sur la surface du parvis, on a quand même une sorte d'hétérogénéité entre la partie nord et la partie sud. Et la seconde vraiment limite importante, c'est que pour se diversifier l'approvisionnement, parce que les 2 premières pierres, une était issue directement du stock de l'entreprise qu'ils allaient mettre en gravat, l'autre pierre, le granit un peu plus foncé, issu de fonds de stock, donc de fonds de palette par rapport à d'autres chantiers. Et donc, il a fallu introduire une autre pierre qui, concrètement, est issue d'une carrière du Portugal, qui a été vendue par un partenaire avec un tampon réemploi, mais ce qui a été fourni, c'est des grandes tranches brutes de carrière. Et se pose là la question, en quoi c'est vraiment du réemploi? Est-ce que des tranches brutes telles que celle-ci, neuves de carrière, sont vraiment du réemploi? Opérationnellement, ça pose des questions, et ça a été un petit peu difficile, mais c'était la seule solution qu'on avait, puisque de toute façon, les marchés obligeaient que ça soit de la pierre de réemploi. Donc, sur cet approvisionnement-là, cette pierre,
on est assez déçu parce que même si on a un tampon réemploi, voilà, vous voyez bien que c'en est pas forcément. En termes de surface, donc 75% sont issus des pavés rue de la République, donc le chantier de dépose. Le granit un peu plus foncé, donc 17% issus de fonds de palette. Et puis ensuite, la filière réemploi, c'est donc les grandes plaques que vous avez vues avant de granit brut, qui ont été redécoupées, hein, bien sûr, qui, elles, sont issues de la filière réemploi, donc 8%. Donc, vous voyez le résultat final. Donc là, c'est encore en cours de chantier, c'est pas totalement finalisé, mais on a donc cette esplanade. Donc là, on voit plutôt depuis l'est, qui est réalisée intégralement en granit de réemploi. Les pieds d'arbres sont donc des bordures, comme je vous le disais avant, qui ont été découpées donc en réemploi aussi. Les pierres qui ne sont pas en réemploi, c'est tout le calcaire, donc c'est les lignes que vous voyez de part et d'autre des fosses d'arbres, et puis les plots qui sont au niveau du premier plan de la photo de droite, qui sont en calcaire, et le calcaire s'use assez vite, et donc pour se ménager, on va dire, des difficultés, on a préféré ne pas faire de réemploi sur le calcaire, d'autant plus que c'était assez minime en termes de surface. Donc globalement, c'est un résultat qui est satisfaisant. On a eu quelques limites que je vous ai présentées avant, et puis en théorie, c'est reproductible. On a voulu le représenter par ce schéma-là, c'est-à-dire que sur la gauche, c'est plutôt un schéma classique. Donc le pavé, il est extrait de carrière, il est découpé, posé dans l'espace public. Quand l'espace public est rénové, il est retiré, et puis il est broyé. Ce qu'on a voulu représenter, c'est que concrètement, on peut faire ça de manière assez cyclique. Si on refait ce principe-là, et ben, le pavé, il est stocké, il peut être remis en état, éventuellement découpé comme on l'a fait, et ainsi de suite. Donc en théorie, c'est assez reproductible, mais par rapport à l'expérimentation qu'on a fait, il y a quand même un certain nombre de limites qui font que c'est difficile pour nous aujourd'hui, en tout cas sous le même format, de reproduire la même chose, à savoir l'opportunité donc qui est assez unique au niveau des pavés rue de la République, une filière de réemploi qui n'est pas très structurée, et puis la difficulté qu'on ait à reproduire donc cet aménagement-là en termes esthétiques dans un deuxième temps, donc pour la seconde tranche de l'esplanade Agnès Varda en orange. Et donc, pour répondre à cette question, ces problématiques que l'expérimentation a soulevées, ce qu'on envisage, c'est de faire un marché de fourniture de réemploi. Donc, comme la seconde tranche orange viendra à l'horizon 2025-2026, on a le temps d'accumuler des matériaux, d'éventuellement les redécouper et de les stocker. Et donc, on pense publier un marché pour répondre à cet objectif-là. Mais je dis solution pansement, c'est parce que en fait, aujourd'hui, on est obligé de faire ça parce qu'on s'est rendu compte que la filière de réemploi, en tout cas pour des projets d'envergure comme ça et sur le type de pierre qu'on cherche, n'est pas en place. Et on est obligé, voilà, de trouver des solutions, et c'est une solution entre guillemets pansement parce que c'est une solution qui s'applique que à l'échelle de la ZAC gratte-ciel et qui ne permet pas de maximiser le réemploi, en tout cas sur la pierre, au niveau de la métropole de Lyon. Et donc, on travaille avec l'association Rhône-Api sur ce sujet-là, donc qui est une sorte de lobbyiste de la pierre naturelle en Rhône-Alpes, et qui, au regard de la demande quand même vraiment croissante de réemploi sur les marchés, notamment de la métropole, se pose des questions sur comment structurer une filière locale, que ce soit d'initiative privée ou publique. Et donc, c'est quelque chose, un travail qu'on fait avec Rhône-Api depuis maintenant 6 mois, quelque chose comme ça. Pour conclure, si c'était à refaire, alors concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un projet en y intégrant du réemploi. Et voilà, ça a déjà été souligné avant, mais c'est quand même beaucoup plus simple de prendre le réemploi comme donnée d'entrée et de construire avec. Mais voilà, on voulait aussi expérimenter ce sujet-là. Et sur l'adaptation, en fait, de prendre le réemploi comme donnée d'entrée, ça nécessite quand même un changement culturel assez important, que ça soit chez les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et puis les collectivités en place. Si c'était à refaire aussi, on pourrait travailler plus en amont avec la métropole de Lyon qui est propriétaire de ces espaces publics. Donc quand du pavage est déposé, la métropole est en théorie propriétaire et du coup pourrait se structurer pour mettre à disposition ou faire elle-même du stockage de pavage. Mais on était dans un planning beaucoup trop contraint pour travailler avec la métropole sur ce sujet-là. Et avec la métropole, ça pose quand même un certain nombre de questions, notamment qui est propriétaire des matériaux. En théorie, la métropole de Lyon, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette expérimentation, ce n'est pas toujours le cas, ils ne récupèrent pas toujours les pavés. Et puis aussi, comment acheter à la métropole de Lyon leurs matériaux, alors que nous, on intervient en tant que, la métropole de Lyon, sur ce projet-là et notre client.
Et un tout petit bonus sur la ZAC gratte-ciel, où on a réalisé avec les lycéens donc, qui ont fait le dessin et la réalisation de mobilier urbain sur la ZAC gratte-ciel, donc qui est donc de la réutilisation, pas du réemploi, parce qu'on change l'usage, qui sont des poutres issues de la passerelle Kawamata, Ketsun, qui a été déposée, dont les matériaux, les gros bastings que vous voyez sont chez Mineka, donc c'est des matériaux qui viennent de Mineka. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci en tout cas pour cette intervention très complète. On va passer au dernier pitch qui est l'Esplanade Taz à Vaux-en-Velin. Ce que je vous propose, c'est que suite à ce pitch-là, on prenne plutôt librement des questions jusqu'à 12h30. Voilà, donc je passe la parole à Rachel Mignard. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Voilà, donc je vais vous parler de l'expérience de réemploi qu'on a menée sur ce projet d'aménagement d'espace public à Vaux-en-Velin, donc dans le cadre de travaux d'aménagement qui s'inscrivent en fait dans le cadre du projet urbain Carré de Soie et de recomposition et de transformation urbaine de tout le secteur autour de l'ancienne usine Taz, signifiant textile artificiel du Sud-Est. Il en reste quelques éléments très importants et l'Esplanade Taz est précisément un espace public qui longe l'ensemble de ce patrimoine industriel des années 1920. Donc c'est la métropole qui était maître d'ouvrage de ces travaux d'aménagement, en partenariat bien sûr avec la ville de Vaux-en-Velin et avec une équipe de maîtrise d'œuvre emmenée par des paysagistes allemands qui s'appellent Latzun Partner, que nous avions notamment choisi pour leur grosse expérience de réemploi et d'intervention dans des sites post-industriels en réutilisant et en concevant les espaces publics à partir du patrimoine disponible parfois en déshérence et dans une démarche de réhabilitation, et qui était accompagné en particulier par le bureau d'études EGIS, qui a été notre maître d'œuvre sur le lot VRD et qui a également été fonction d'OPC, ce qui était bien entendu absolument indispensable sur le sujet du réemploi. Voilà, je ne cite pas tous les intervenants, mais une entreprise très importante, bien sûr, Guintoli, NGE Guintoli, qui a réalisé le lot VRD de l'opération, et Parc Esport, qui a réalisé le lot des espaces verts. L'Esplanade Taz, c'est un espace public à peu près de 2,3 hectares, dont 14, dont 1,5 hectare, hein, grosso modo, qui sont en espace piéton. C'est un espace que nous avons livré en 2020 et dont les études ou l'idée de faire a émergé dans les années 2014. Donc, on est quand même sur un projet relativement ancien. Et en 2014, on était dans une démarche très engagée déjà sur ce secteur et d'une manière plus générale dans la métropole, mais sur ce secteur en particulier, très engagée sur la démarche de requalification et de réhabilitation des sols, car on est sur un ancien site industriel dont les 3/4 des bâtiments avaient été démolis, mais l'Esplanade Taz, comme l'ensemble du projet, se développe en fait sur le site de l'ancienne usine, avec des démolitions non purgées, avec bien sûr des hotspots et en particulier des matériaux de terrassement qui avaient été utilisés dans les années 1920 pour réagréer les sols et construire la dalle de l'usine, qui étaient en fait des remblais composés de matériaux non inertes pour une grande partie. Donc on savait qu'on allait être confronté, tant pour les opérateurs immobiliers que pour nos aménagements d'espace public, confrontés très largement à ces questions de qualité des sols, tant chimiques que géotechniques. Et je dirais que notre démarche de réemploi, elle a vraiment émergé en fait de cette préoccupation forte dans la mesure où dès les études de programmation, on avait déjà engagé des études de sol très, très serrées et très maillées, et on a démarré vraiment le programme de l'espace public avec une connaissance déjà assez fine finalement du sol et des matériaux qu'on allait trouver en phase terrassement. On est sur un site qui est protégé au titre des monuments historiques, avec une implication forte de notre urbaniste en chef, Bruno Dumétier, urbaniste en chef à l'époque du projet, et de l'architecte des bâtiments de France, et qui immédiatement ont posé quand même comme grand principe et comme grand invariant d'aménagement d'avoir un espace plat. Alors évidemment, je l'évoque parce que vous imaginez ce que ça veut dire en termes de capacité de réemploi des matériaux de sol sur un site qui d'emblée est excédentaire, bien évidemment, puisque il faut requalifier des sols, créer des fosses de terre végétale pour pouvoir planter. On avait bien entendu
un enjeu de végétalisation et de plantation d'arbres en particulier qui était très très fort. On a planté 300 arbres, on a, je sais pas, planté plus de 30 000 ou 40 000 vivaces. Enfin voilà, on a un projet qui est avec une dimension végétale très très importante. Donc beaucoup de creux et beaucoup de vides à créer et beaucoup de mouvements et de réajustement de la qualité des sols pour pouvoir évidemment parvenir à ces qualités d'aménagement. On a en tout déblayé, je crois, aux alentours de 17 000 mètres cubes et on a fini par réussir à réemployer plus de 40% en fait des matériaux qui avaient été réemployés. Il y avait un très gros enjeu pour nous de pouvoir réemployer les matériaux non inertes mais compatibles avec les enjeux d'infiltration et de gestion des eaux de pluie, bien entendu, dans le sol. On est déjà à ces époques-là sur des projets d'aménagement qui intègrent 100% d'infiltration des eaux de pluie et l'esplanade infiltre d'ailleurs la moitié des eaux de toiture également de l'usine que vous voyez sur l'image. Et donc, il y avait un enjeu très fort pour nous de limiter l'évacuation des matériaux non inertes parce qu'il y a un enjeu financier, hein, bien entendu, derrière ce sujet qui est très important. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une démarche qu'on a menée vraiment au fur et à mesure avec l'ensemble des acteurs. Dès les phases programmes, on avait des objectifs de réemploi qui étaient quand même déjà assez ambitieux. En phase de maîtrise d'œuvre avec l'Adsoon Partner et Aegis en particulier, on a réaffiné ces objectifs-là et on les a réaugmentés en refaisant des passes d'études de sol aux endroits qui nous paraissaient un petit peu stratégiques en termes de mauvaise qualité des sous-sols et d'enjeux d'aménagement en surface. Et ça nous a permis du coup de quantifier en DCE les volumes de matériaux qu'on voulait pouvoir réutiliser pour fabriquer des graves, pour fabriquer nos massifs drainants, les assises de certains mobiliers, en particulier de la fontaine qui est assez importante en surface. Et en DCE, on a également imposé à l'entreprise qu'on a choisi à l'issue de nos consultations, et donc qui est NGE Guintoli, de réaliser un plan de maillage et un plan de gestion des terres. On a pu mettre à disposition de l'entreprise une parcelle assez importante à proximité du chantier, 1,5 hectare à peu près, qui a été entièrement dédiée au stockage des matériaux, à leur tri, à leur qualification, à leur caractérisation et à leur gestion en transit, soit pour évacuer, soit pour réemployer. Et bien entendu, cet élément-là a été absolument déterminant dans la réussite et la conduite de la démarche. Cette plateforme d'ailleurs est toujours disponible et nous avions d'ailleurs commencé à l'utiliser quelques années auparavant puisque on a saisi l'opportunité de récupérer 8 000 mètres cubes de terre végétale du chantier du grand stade qui a été réalisé dans les années 2010-2012 et on a pu stocker pendant 5 ans la totalité de la terre végétale qui a été utilisée pour l'esplanade Taz. Voilà, donc on a non seulement réemployé à peu près 40% des matériaux de site, alors que vous le voyez, l'aménagement est totalement plat. Mais on a également pu mettre en place une mutualisation de matériaux de grande qualité, de grande valeur entre chantiers de la métropole et grâce en particulier à la présence de cette plateforme de stockage qui est ni plus ni moins une réserve foncière que la métropole a réalisée il y a de nombreuses années dans le cadre du projet urbain du Carré de Soie et qui n'est pas encore à ce jour commercialisé et qui nous a vraiment permis de maximiser la démarche et ses enjeux. Je peux peut-être ajouter également que, et c'est à la fois une force et un frein, c'est que j'indique qu'on a gagné à peu près 10% du marché de VRD grâce à cette démarche de réemploi. Ça veut dire que ces 10%, on les a encore gagnés en phase travaux, en fait, par rapport aux objectifs initiaux qu'on s'était fixés avec les maîtres d'œuvre. Alors évidemment, c'est une force parce que cette démarche très méthodologique, très annoncée en amont, bien entendu, dans l'ensemble des pièces de consultation, et avec une méthodologie à la fois assez classique et en même temps très inscrite dans un temps long avec cette plateforme qui nous permettait de la mettre en œuvre, nous a permis en fait de gagner encore et d'aller gratter, d'aller chercher encore plus de réemploi en phase travaux. C'est un frein parce que cet objectif, il est à un moment donné, il est contractualisé tant avec les maîtres d'œuvre en phase de contrat de maîtrise d'œuvre qu'en phase de contrat de travaux.
et ce qui est un gain pour la collectivité, ou en tout cas pour le maître d'ouvrage, est une perte de chiffre d'affaires aussi pour une entreprise. Donc ça, c'est quand même toujours un peu, je pense, un sujet, et en particulier sur des chantiers de cette importance-là. L'Esplanade, c'est un budget de 8 millions d'euros de travaux hors taxes, et le lot VRD était à 4 millions d'euros. Hein. Donc, on est quand même sur des volumes de financiers qui sont importants, et 10%, évidemment, tout de suite, c'est une perte de chiffre d'affaires importante pour l'entreprise. Je pense que l'entreprise, en revanche, y a trouvé tout un intérêt, parce que ça nous a aussi créé de la marge de manœuvre, en fait, dans la gestion du chantier, avec ses plus et ses moins, comme tout chantier. Je préciserai également que peut-être le sujet était un peu compliqué aussi à maximiser, ou en tout cas à optimiser en termes d'ambition en phase de maîtrise d'œuvre, parce que nos maîtres d'œuvre, en tout cas c'est le cas pour la métropole, sont évidemment rémunérés sur la base d'un forfait qui est négocié dès la signature du contrat initial, mais qui peut être révisé à la hausse ou à la baisse, en particulier en fonction de la dérive des coûts de travaux de nos chantiers. Et du coup, on s'est rendu compte, et avec Aegis, on a eu cette qualité de discussion et de franchise aussi entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage, qui nous a permis de comprendre en fait que pour notre maître d'œuvre, c'était compliqué d'aller maximiser en phase DCE, par exemple, les volumes à réemployer, avec toujours, bien entendu, des incertitudes. Tant qu'on n'est pas rentré en phase opérationnelle, c'est quand même toujours un petit peu compliqué de s'engager comme ça sur des mètres cubes précis de qualité de matériaux et de capacité à réemployer ces matériaux. Et avec un risque du coup de dérive à la hausse en fait au final des coûts de travaux, ce qui du coup impacte aussi le maître d'œuvre. Voilà, donc là ça nous a vraiment permis nous de prendre conscience qu'on avait besoin de réécrire nos marchés sur ces questions-là, pour au contraire libérer nos équipes projets de ce frein éventuel-là, pour que chacun puisse s'engager de manière très constructive, on va dire, dans cette démarche de réemploi qui, on voit bien, est une démarche qui démarre de la phase programme jusqu'à la toute finalisation des travaux. Un des facteurs de réussite très importants pour nous, ça a été évidemment la présence de ces fonciers disponibles pour pouvoir gérer nos stocks de matériaux. Ça, c'est absolument indispensable. Tout le monde l'a évoqué, y compris sur les chantiers de déconstruction. En aménagement d'espace public et sur des tailles d'espace public de cette ampleur-là, on manipule quand même des volumes de matériaux qui sont considérables. Donc, il faut bien pouvoir effectivement les stocker, et le temps que le projet avance pour pouvoir les réemployer au moment venu. Et sans avoir cette souplesse-là, ça me paraît quand même très, très compliqué de le faire. Alors ensuite, les entreprises peuvent proposer elles-mêmes cette possibilité-là, de proposer des plateformes de chantier, mais ça fait des allers-retours de camions, c'est des coûts supplémentaires, et je pense que là, il y a quand même un facteur et de réussite, mais aussi de frein en fonction de la configuration des chantiers. En tout cas, d'où l'importance d'intégrer ces enjeux de réemploi dans les schémas directeurs de projets d'aménagement, comme présenté précédemment par la CERD sur Gratte-Ciel Nord. Voilà, donc nous, c'est typiquement quelque chose qu'on a mis en place à partir de 2013-14. Aujourd'hui, on aborderait le sujet de manière beaucoup plus structurée, là aussi, en phase amont et à l'échelle d'un projet plus global. Et enfin, les difficultés, mais là qui étaient vraiment très liées pour nous au chantier de TAS, c'est que même si nos études de sol préalables étaient relativement fines, on a évidemment découvert des énormes spots de pollution en cours de route, qui nous ont quand même freinés, qui ont généré des surcoûts de travaux importants, mais qui en revanche ont fabriqué des volumes de vide très très importants, et qui nous ont là aussi aidé finalement à réaugmenter nos capacités de réemploi. Voilà, donc il y a du plus et du moins, plus de moins que de plus quand même, mais une capacité de réemploi plus importante. Voilà, peut-être, je ne sais pas, voilà, je pourrais en dire plus, mais... Merci beaucoup pour cette présentation, et merci à tous les intervenants pour vos différentes interventions. Je vous propose pour les 10 minutes qui restent de prendre directement vos questions. Alors, il y en a déjà une première dans le chat pour la CERL. Est-ce que le redimensionnement et la palettisation des pavés a conduit à un surcoût par rapport à l'achat neuf? Alors, c'est une question. Je l'avais dans ma présentation, mais je l'ai retiré. Non pas que ça nous a coûté extrêmement cher, mais pour être assez concret, en fait,
En estimation sur du pavage de ce type-là, en classique, on est autour de 180 € du mètre carré. Dans notre phase estimation, consultation, on s'était rajouté 15%, ce qui devait nous amener à 210 ou 215 € du mètre carré, quelque chose comme ça. En fin de compte, à la consultation, on est sorti avec un prix autour de 180 € du mètre carré, donc même chose que du classique. Mais ce qu'il faut nuancer là-dedans, c'est que en fait, le pavage issu de... Il y a une partie fourniture, une partie pose dans ce prix-là. En fait, le pavé était, entre guillemets, gratuit, ou en tout cas très peu cher, parce qu'ils allaient le valoriser via du gravat, l'entreprise. Donc, en fin de compte, la partie fourniture sur ces 180 € du mètre carré, c'est quasiment que de la main-d'œuvre de retail. Et si l'entreprise avait dû acheter l'intégralité de cette surface-là, à, je ne sais pas, 40, 50 € du mètre carré, en fait, ça fait qu'on serait, dans les faits, beaucoup plus cher, puisque de l'ordre de 25-30%, puisqu'il faudrait acheter une fourniture, la redécouper et ensuite la poser. Alors que là, le prix à 180 €, en fin de compte, c'est avec une fourniture quasiment gratuite. Et en plus, l'entreprise nous a clairement dit que dans sa partie fourniture, au niveau de la main-d'œuvre, elle a un peu explosé son temps passé et qu'elle ne se retrouvait pas sur ce poste opérationnel-là. Donc, concrètement, ce n'est pas plus cher sur ce marché-là ce qu'on a payé et la notification du marché, mais c'est aussi voilà, parce que c'était une expérimentation au niveau de l'entreprise et sur ce poste-là, elle s'y est clairement pas vraiment, elle s'y est pas retrouvée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole directement. Tout était très clair. Des questions sur les projets ou même sur l'enquête, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie encore vraiment l'ensemble des intervenants qui sont mobilisés aujourd'hui. Merci aussi à Guillaume Parisot qui s'est mobilisé pour l'introduction de ce webinaire. Vous allez retrouver le document sur notre site internet dès cet après-midi. Comme ça, vous pourrez consulter en détail l'ensemble des résultats et l'ensemble des fiches de retour d'expérience, parce qu'on ne pouvait pas faire venir tout le monde aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre. On a essayé de prioriser sur des projets très complémentaires pour montrer vraiment tout le panel des possibles sur la question du réemploi. Vous pourrez également retrouver le replay de ce webinaire à partir de la semaine prochaine. Et puis, c'est que le début de toute cette dynamique du réemploi. On compte vraiment sur vous pour poursuivre les efforts à nos côtés, nous faire remonter vos premières expériences aussi de réemploi. Et puis, on est vraiment à votre disposition pour poursuivre les échanges. Merci à tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.